Nous accueillir ici, à l'IHU, dans votre bureau. On a énormément de questions à vous poser et ce soir, on va tout mettre sur la table. Commençons par l'épidémie, si vous le voulez bien. Tout le monde constate que la courbe s'aplatit, mais vous dites, l'épidémie, c'est fini, c'est terminé, elle est derrière nous. C'est une conviction ou c'est une certitude ? Non, les choses sont pas si simples. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les choses sont pas juste oui ou non. Les courbes épidémiques en général ont cette forme-là. La plupart des courbes épidémiques des maladies saisonnières qu'on a se présentent comme ça, qui sont une courbe en U avec une queue d'épidémie qui s'allonge plus ou moins, mais qui est ce que nous on voit. Et donc ce que j'avais communiqué au président, d'ailleurs, je pense que ça a pesé dans la balance de la décision des confinements, puisque on voyait que si la pente continuait comme ça, c'est au mois de mai que les choses disparaîtraient ou deviendraient entièrement marginales. Et c'est des raisons très complexes et extrêmement difficiles à comprendre. Et je peux dire que personne d'entre nous, enfin dans les gens qui travaillent, ceux qui ont des opinions, c'est pas très compliqué. Mais parmi les gens qui travaillent, personne ne sait pourquoi l'épidémie commence comme ça, devient de plus en plus contagieuse avec la durée entre la contamination et l'infection de plus en plus courte, et puis un pic, et puis ça redescend, et puis la maladie devient de moins en moins contagieuse. Le climat ? La température ? L'ensoleillement ? Les maladies infectieuses, en particulier les épidémies, ne sont que des maladies d'écosystème. Et donc tout ce que vous pouvez rajouter sera peut-être vrai en partie. Mais dans votre esprit, il n'y aura pas de rebond dans les semaines qui viennent. Mais est-ce qu'il n'y aura pas non plus de deuxième vague? Autrement dit, le virus ne reviendra pas à l'automne pour vous? Ah non, mais j'en sais rien du tout. Si vous voulez, l'histoire du rebond, c'est-à-dire du dos de chameau, si vous voulez, c'est de l'émotion. Alors, encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible. C'est comme ça. Et en plus, si vous voulez, au contraire, c'est ce que j'ai toujours dit sur cette maladie, c'est ce que j'ai expliqué. C'est une des raisons de discordance, d'ailleurs, que j'ai eue avec le conseil scientifique, c'est que on ne peut pas trop spéculer sur les maladies qu'on ne connaît pas encore. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder ceux qui l'ont eu avant nous, ce qui est le cas des Chinois, parce que leur épidémie a été terminée avant que la nôtre commence. Donc, on pouvait prendre toutes les leçons de ce qu'ils avaient pris. Et ils ont reconfiné aujourd'hui, les Chinois. Mais oui, une partie du territoire, près de la Corée du Nord, près de la frontière russe. Oui, ben, c'est leur manière de fonctionner. Hein. Mais donc, si vous voulez, dans les épidémies de cette nature, jusqu'à présent, les épidémies qui sont elles ressemblent plus à des dos de dromadaires qu'à des dos de chameaux. Bon, maintenant, tout est envisageable, j'en sais rien. Donc, c'est la première chose, je n'en sais rien. Et deuxièmement, si vous voulez, l'avenir de ce coronavirus, j'en sais rien du tout, parce que... Vous êtes plus prudent aujourd'hui, alors? Non. C'est tout. Le problème des médias, c'est une espèce de simplification extrême. Encore une fois, si vous regardez ce que j'ai dit, et si vous comptez le nombre de fois où je vous ai dit je ne sais pas, à la fin de l'interview, vous serez surpris. Je commence la plupart du temps par dire je ne sais pas. Et ensuite, je vous dis quelle est l'hypothèse principale. Ça n'a rien à voir avec de l'affirmation. Il faut bien avoir une hypothèse pour répondre à une question. Non, parce que vous disiez, par exemple, pardon, mais le 21 avril, vous disiez, il est raisonnable de penser. Alors, c'est pas, je vous assure catégoriquement que, mais enfin, vous disiez, il est raisonnable de penser que d'ici un mois, il n'y aura plus de cas du tout dans les pays tempérés. C'était le 21 avril, on est un mois après. Bien sûr, l'épidémie, la courbe s'aplatit, ça c'est vrai. Mais enfin, il y a encore des milliers de cas tous les jours, un peu partout. En Europe, aux États-Unis. Ici, écoutez, honnêtement. Ici, on est à quelques centaines de cas par jour, en France, j'entends en France. Nous, je vois ici, on a un cas par jour. Un cas par jour ici à Marseille. Donc, si vous voulez, encore une fois, je suis ravi d'ailleurs qu'on fasse l'exégèse de mes textes. Ah ben je l'ai fait, j'ai regardé vos déclarations, je vais vous en donner quelques-unes. Je ne pensais pas que les choses que je racontais pouvaient susciter un travail aussi intense, mais j'en suis ravi. Cela étant, encore une fois, je vous le dis pour que les choses soient claires. Deux choses qui font partie. Vous savez que je suis un professeur et j'en suis très fier, donc je fais énormément d'enseignement. Il y a deux choses qui font partie de mon enseignement, c'est que la plupart du temps, je commence à dire je ne sais pas. Ce que j'enseigne à mes étudiants en thèse, c'est à dire je ne sais pas. La seule fois où je me mets en colère contre mes étudiants le jour de thèse, c'est quand ils répondent à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre et ils se croient obligés de répondre. Il ne faut pas le faire. Le principe même de séparer les gens qui ont connaissance de ceux qui ne l'ont pas, c'est être capable de connaître les limites de sa connaissance. Et la deuxième chose, c'est que je suis
tout le temps capable, et je mets au défi les étudiants toutes les semaines, tous les internes, de me démontrer que ce que je dis n'est pas vrai, et s'ils le démontrent, je dis publiquement, c'est toi qui as raison, et je m'étais trompé. Ah bah, on vous posera la question tout à l'heure sur la chloroquine, sur ce sujet-là. Mais d'abord, simplement, vous aviez été jugé à ce point catégorique que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous avez quand même répondu, quand vous aviez dit l'épidémie c'est terminé, Didier, tu es un bon médecin, un bon chercheur, un excellent virologue reconnu, mais un, tu n'en sais rien, deux, tu t'es planté la première fois quand tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Donc voilà, Olivier Véran. Moi, je commente pas non plus jamais ce que disent les gens. D'abord parce que je veux pas être désagréable. En plus, il a l'âge d'être mon fils, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui, si vous voulez. Je trouve qu'il a une situation complexe. Si on m'avait proposé le même métier, je l'aurais pas fait parce que j'aurais considéré que j'étais incapable de le faire. Et donc, il dit ce qu'il pense et puis il joue son rôle. Et puis, encore une fois, chacun joue son rôle. Lui joue le sien, moi je joue le mien. Et sur vos déclarations sur la première vague, là, vous vous dites, j'avais été imprudent, parce que j'en rappelle quelques-unes. Fin janvier, il y a 3 Chinois qui meurent, ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, on en parle à la télé, c'est fou, on a perdu toute lucidité. Plus récemment, en mars, dans la Provence, je doute que ce virus fasse 10 000 morts dans le monde. Il en a fait 345 000. Non, il avait déjà fait en mars 10 000 morts. Qu'il fasse peu importe. Encore une fois, je ne veux pas parler de ce qui est médié. Je continue à penser. Alors, si vous voulez savoir... Mais pardonnez-moi, parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Beaucoup de médecins, d'épidémiologistes ont sous-estimé l'épidémie au départ. Si vous regardez ce que je dis et j'écris, encore une fois, je dis toujours, écoutez, j'en sais rien, l'avenir est imprévisible. C'est ma nature. Je sais bien jusqu'à quel point j'ai des difficultés à croire à la modélisation et je ne crois pas plus à la mienne qu'aux autres. Il se trouve que a posteriori, et on verra, les conclusions sont toujours trop hâtives quand la pièce n'est pas jouée. Donc il faut attendre la fin de la pièce, la fin du combat, on verra bien. Mais si vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu en Chine, d'accord, tout confondu, qui a considéré que c'est la chose la plus dramatique qui s'était passée dans une espèce d'émotion et de déraison qui a pris tout le monde. Vous verrez, c'est invisible. Ce qui s'est passé en Chine, c'est invisible. Mais il y a eu un confinement drastique. Non, mais là, vous me dites pourquoi. Moi, je vous dis quoi. Pourquoi, j'en sais rien. Vous non plus, d'ailleurs. Pourquoi, c'est une question à laquelle on ne peut jamais répondre parce que les choses sont multifactorielles. Les Espagnols ont trouvé que les patients confinés étaient plus positifs que les patients non confinés. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous pensez que le confinement en Chine n'a pas eu d'incidence sur le bilan? Je n'en sais rien. Sur la épidémie. La seule chose dont je sois convaincu, parce que là, on a vraiment eu des chiffres, c'est la gestion de l'épidémie est liée au nombre de tests réalisés. Et donc, c'est une vraie question qu'à Marseille, on connaît par cœur, parce que les maladies infectieuses, beaucoup d'épidémies sont rentrées par Marseille. C'est qu'il y a eu 2 stratégies qui ont été mises en place. La quarantaine, ce que vous appelez le confinement, c'est la quarantaine. C'est-à-dire qu'on met ensemble des gens qui sont malades ou pas, mais certains sont malades avec des gens qui ne sont pas malades. C'est ce qui s'est passé sur les 2 bateaux. Par cellule familiale, simplement. On ne les met pas ensemble. Mais... Oui, non, mais peu importe. Oui. C'est ce qui s'est passé sur les bateaux. Ce qui se passe dans les bateaux, c'est s'il y en a de malades, à la fin, tout le monde est malade. Enfin, non, ça atteint 65% des gens, ce qui semble être le maximum pour la raison qu'on ne comprend pas. Mais tous les gens susceptibles deviennent malades. Ou bien alors vous faites la stratégie du lazaret, qui est on isole les gens qui sont malades. D'accord? Ou le sanatorium. Donc, nous, à Marseille, on a eu les 2 choses. On sait bien que la quarantaine ne marche pas. Ça ne marchait pas sur le choléra, ça n'a pas marché sur la peste du tout. Mais le lazaret, ça marche. C'est-à-dire que vous reconnaissez les gens qui sont malades, vous isolez les gens qui sont contagieux durant le temps de la contagion, puis ensuite ils peuvent ressortir. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce que la France aurait sans doute souhaité faire si elle en avait eu les moyens. Enfin, il y a eu visiblement une pénurie de tests au moment où on aurait pu essayer de faire la politique qu'on développe aujourd'hui. Il y a eu une pénurie de tout, cette question. C'est pour ça que je me fiche un peu de ce que les gens pensent de moi. Si moi j'avais attiré l'attention sur ce que je pensais être l'impréparation du pays il y a 20 ans, quand j'avais fait un rapport au ministre de la Santé, au ministre de la Recherche, je pense qu'on n'est toujours pas plus près. Je pense la même chose. Aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, même depuis 2 mois. Même depuis 2 mois. J'attends de voir brigades, ce qui va se passer. Pour vous, c'est pas au point. Encore une fois, on verra bien. Pour l'instant, il est possible que quand l'épidémie,
quand il restera effectivement 10 cas par jour, on sera capable de faire ce qui aurait dû être notre capacité, c'est de faire entre 60 et 100 000 tests par jour. On comprend que vous êtes sceptique sur notre capacité aujourd'hui à tester encore. Je vois, si vous voulez, ici, pour pouvoir travailler, il n'y avait pas. Honnêtement, pour pouvoir travailler ici, il a fallu importer des gants dans des conditions acrobatiques, des masques dans des conditions acrobatiques, des blouses dans des conditions acrobatiques, parce que le pays ne pouvait pas les fournir. Donc c'est pas seulement une question de test. C'est nous n'étions pas. Et ça pose une question qui est bien au-delà de nous, c'est puisque nous n'avons plus de manufacture en plus, on doit compter sur la Chine ou sur l'Inde pour pouvoir nous donner des médicaments, des vêtements, des gants, des masques, parce que nous ne les produisons pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'autonomie et on n'a pas de stock. Et donc, c'est pas seulement les tests. Les tests, ils existent pour dire la vérité. On pouvait faire des quantités de tests. J'ai eu une discussion très marquée avec Delfrécy à ce sujet, parce qu'il y avait, par exemple, les laboratoires vétérinaires ont écrit à tout le monde en disant, nous, on peut faire des dizaines de milliers de tests, et nous, ils nous ont donné de quoi faire des milliers de tests ici, ils nous ont donné. Ils ont dit, écoutez, problème d'organisation de l'État et de la machine d'organisation, de décision, et puis de mettre les objectifs. Je crois ça, peut-être je suis une famille de militaires, il faut mettre les objectifs avant de se poser la question des moyens. On met les objectifs et ensuite on essaie d'ajuster les moyens. C'est ce que De Gaulle disait quand il disait l'intendance suivra. Alors, l'intendance doit suivre les objectifs et les objectifs ne doivent pas suivre ce que l'on croit être l'intendance, ce qui n'est pas l'intendance, mais ce que l'on croit être l'intendance. Alors je reviens à la situation d'aujourd'hui. Vous pensez que l'épidémie, même si vous dites en premier, je ne sais pas, mais on a des raisons de croire que l'épidémie est derrière nous. Est-ce que ça signifie pour vous, le gouvernement a une décision à prendre là en fin de semaine, sur la deuxième phase du déconfinement, qu'on peut se permettre de déconfiner un peu plus largement? Vous savez, je ne me suis jamais prononcé sur le déconfinement en termes de décision politique. Globalement, pas d'ailleurs. J'ai évité de me prononcer en termes de décision politique parce que les décisions politiques sont multifactorielles. Il n'y a pas que la transmission ou les virus dans la décision politique. C'est une partie de la décision politique. Le confinement, moi, la chose dont j'avais le plus peur, que j'ai exprimé à plusieurs reprises, ce qui explique probablement, si vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre, ce que je pense, c'est que ce dont j'ai eu le plus peur, c'est de la peur. J'ai peur de la panique, profondément. C'est l'histoire de ma famille. Ma famille a vu la débâcle, si vous voulez, avec terreur, voir 11 millions de gens partir sur les routes de terreur. Et donc je pense que la peur, il y a eu plus de gens qui sont morts dans la débâcle que de gens qui sont morts dans la première partie de la guerre. Plus que de soldats. La peur est terrible. Et donc, si le confinement a aidé à gérer la peur, alors c'était une très très bonne décision politique. Je ne le sais pas. Mais si, oui, ça a empêché des conduites dangereuses et ça a évité la panique, alors ça a été une bonne décision. Et ça, c'est pas à moi de la prendre comme décision, c'est même pas à moi de la juger. Quand on vous entend, on a quand même toujours l'impression que on aurait pu se passer du confinement. Parce que là, vous en dressez les mérites, mais quand vous le faites, c'est pas tellement par rapport au virus, c'est plutôt par rapport à la peur du virus. C'est parce que c'est une décision politique. Encore une fois, vous savez, d'abord, comme je vous ai dit, les épidémies sont des maladies d'écosystème dans lesquelles tout compte. Donc tous les éléments comptent. Donc c'est très difficile, mais vous pouvez pas. Oui, vous pouvez pas. On peut pas actuellement dire, écoutez, on a la preuve. Regardez, vous comparez un pays dans lequel on a confiné, un pays dans lequel on n'a pas confiné, et il y en a un dans lequel il y a eu plus de cas, et l'autre dans lequel il n'y a pas eu plus de cas, même si l'environnement de l'écosystème apparaissait équivalent. Vous avez qu'à voir, on n'arrive pas très bien à comprendre. On regarde avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé dans les pays scandinaves et la Finlande. À peu près le même climat, la même population, le même background génétique. Ils ont eu des épidémies qui sont complètement différentes et qui ne sont pas liées spécifiquement au fait qu'il y a eu un confinement, pas un confinement. Je vous dis, la seule chose que nous, on voit en termes de cas, c'est et en termes de contrôle et de durée de l'épidémie, c'est... alors là, en revanche, va de soi pour quelqu'un comme moi qui fait ce métier-là, c'est que si on isole on isole les maladies contagieuses, il y a moins de cas quand même. Et globalement, on a le sentiment aussi que vous pensez que on en a fait trop sur ce virus et que au final, le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle. Là, je ne parle pas seulement du confinement, je parle globalement.
Non, mais On a l'impression que c'est votre sentiment. Globalement, on a une hyperréactivité. Et encore une fois, moi, j'attends toujours, si vous voulez, j'attends toujours que l'on puisse faire les comptes. Bon, on fera les comptes, on verra bien, si vous voulez, on verra bien si... Mais là, on est à 350 000 morts quasiment dans le monde. Oui, alors, est-ce que vous estimez que c'est une épidémie de grande ampleur? Encore une fois, il y a eu le confinement dans la plupart des pays. Ou bien que ce bilan, finalement, n'est pas si terrible que ça? Encore une fois, on comptera la fin. Vous savez, il meurt plusieurs millions de personnes d'infections respiratoires par an dans le monde. On verra. Moi, je peux vous dire ce qui se passe, alors, parce que ça, je le suis de très près à Marseille, vous voyez. À Marseille, le nombre de morts par infection respiratoire ou le nombre de morts tout court sur les 5 premiers mois est à peu près du niveau de 2019-2018 et inférieur à celui de 2017. Donc, si vous voulez, c'est intéressant ce qui s'est passé, mais ça ne change pas les choses d'une manière qui est drastique. C'est le cas dans un certain nombre de régions françaises, à l'ouest notamment, qui ont été peu touchées par la contamination. Oui, et puis, encore une fois, pour des raisons qui sont étranges, que je serais bien incapable d'expliquer, on a eu très peu de morts par la grippe cette année, on a eu très peu de morts par un grand tueur, qui est le virus respiratoire syncytial, qui tue énormément dans le monde, énormément. Moins de morts cette année avec ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça a été remplacé. Bien sûr, il y a eu des morts par le Covid, il y a eu pas mal, donc c'est visible. On voit un pic qui s'est passé plus tardivement que ce qu'on voit d'habitude, puisqu'on voit d'habitude, c'est plutôt l'hiver, et là, c'est plutôt le printemps. Mais les comptes, quand on regardera les comptes de ce qui s'est passé, il y a 2 zones dans lesquelles ça va marcher, dans lesquelles ça va changer les choses, c'est l'Île-de-France et le Grand Est. Alors là, il s'est passé quelque chose. Et donc, ça sera intéressant de comprendre ce qui s'est passé là, quand même. Alors, là, oui, là, il y a une surmortalité. Alors, la chloroquine. Ouais. Dernière décision en date, le Haut Conseil de la Santé publique arrête de la prescription de votre traitement pour les formes graves dans les hôpitaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre traitement, hydroxychloroquine, plus cet antibiotique qu'on appelle l'azithromycine, combinaison des deux, était jusqu'à présent autorisé dans les hôpitaux uniquement en cas de forme grave. Là, le Haut Conseil à la Santé publique vient de dire ce n'est plus autorisé dans les hôpitaux pour forme grave. Votre traitement, quelle est votre réaction? Si vous voulez, comme il n'y a plus de malades, ça ne me touche pas beaucoup. Donc, ça aurait été plus gênant il y a un mois, si vous voulez, parce que ça nous aurait bien... Enfin, c'est un désaveu. Non, mais encore une fois, vous savez, les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Vous savez, je suis né... Pour vous, le Haut Conseil à la Santé publique, c'est le périphérique parisien? Non, mais c'est une opinion comme une autre. Si vous voulez, je m'en fiche un peu. Théoriquement, c'est l'élite scientifique ou médicale française sur ces questions-là et qui émet des jugements. On a besoin de jugements, on a besoin d'appréciation. Écoutez, je suis pas sûr que... J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Je suis pas sûr qu'il y ait une science française. Vous voyez, je crois pas ça. Je crois que la science est mondiale. Je pense que les réflexions sont mondiales. Et donc, mais l'OMS vient de décider même de se suspendre là. Ouais. Pardon? Oui, l'OMS disait début mars que le médicament du Covid, c'était le Remdesivir, qui avait été testé dans aucun pays. Ça vous ennuie pas que l'OMS dise des bêtises sans arrêt? Mais moi, ça vous ennuie. Mais personne ne trouve grâce à vos yeux ni l'OMS, ni les scientifiques français. Non, mais c'est pas moi. Encore une fois. Vous vivez dans un monde sans mémoire, sauf quand d'un coup vous irritez contre quelque chose. Mais regardez ce qu'a déclaré l'OMS. Pourquoi vous faites l'exégèse de tout ce que j'ai fait? Mais regardez, l'OMS a déclaré début mars que le traitement Covid était le Remdesivir. Est-ce qu'il y avait une étude dans le monde qui avait commencé à montrer le Remdesivir? Toutes les études avec le Remdesivir montrent que le Remdesivir n'a pas sauvé une personne dans l'histoire de l'humanité. 0. Bon, et donc, on peut dire dans cette crise, tout le monde est faillible, tout le monde a tapé à côté, bien sûr, tout le monde est faillible. C'est la nature humaine. Et puis la nature de la connaissance est d'évoluer en permanence. Encore une fois, très bien, les gens, chacun joue son rôle ou le rôle qu'il croit pouvoir jouer. C'est une chose. Vous savez, moi j'avais été très surpris. Vous avez, il y a 2 personnes qui ont fait
début de pétition, on peut dire comme ça, ou une intervention très franche, qui sont le prédécesseur du président du comité de santé publique et le prédécesseur du directeur de la NSM. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec quoi. C'est intéressant. Donc vous voyez que ce n'est pas de la science brutale, c'est des humains qui ont une opinion. Est-ce qu'on découvre que la médecine, c'est que pas la santé n'est pas une science exacte. Mais nous-mêmes, nous, journalistes, publics, nous ne savons pas quoi penser. Nous sommes... voilà, un coup on se dit tiens ils ont raison et un coup on se dit c'est le professeur Roule qui a raison. Alors c'est tout le problème qui est un problème de fond qui se pose pour vous depuis longtemps, le vrai problème c'est la crédibilité, c'est qui est crédible. Et c'est une des questions qui est la plus violente actuellement, c'est est-ce que l'on est crédible parce que l'on est nommé ou est-ce que l'on est crédible parce que l'on est crédible tout court. Bon, enfin, beaucoup de ces personnalités ont aussi exercé, ont aussi vu des patients pendant des dizaines d'années. Mais puisque vous parlez de la crédibilité, le Haut Conseil se base, comme l'OMS d'ailleurs, sur cette étude du Lancet. Alors, tout est de savoir si le Lancet, qui est une des plus prestigieuses revues médicales au monde, est crédible ou pas, mais cette étude, donc, c'est celle qui change la donne d'une certaine manière pour l'hydroxychloroquine. C'est pas une étude clinique, c'est une étude rétrospective. Donc le Lancet, enfin les 4 professeurs, les 4 grands professeurs qui ont mené cette étude, ont extrait des données à partir de... Ils n'ont pas vu un malade. Ils n'ont pas vu un malade eux-mêmes. Ils en ont vu dans leur vie. Hein. Mais là, pour cette étude, ils n'ont pas vu un malade. 96 000 dossiers de patients venant de 671 hôpitaux dans le monde. Et ils ont fait 5 groupes. L'un des groupes, c'est les personnes qui ont pris de l'hydroxychloroquine associée à cet antibiotique, le traitement que vous suggérez. C'est plus de 6 000 personnes dans ce groupe quand même. Hein. Et puis ils l'ont comparé à un groupe de 80 000 personnes qui n'avaient pris aucun traitement. Et au final, ils constatent qu'il n'y a pas d'efficacité. Ils constatent même davantage, ils constatent que là, il y a une surmortalité dans le groupe qui prend votre traitement, plus de 3 fois plus. Mais j'y reviendrai, ça c'est les effets secondaires. Mais là, sur l'efficacité, vous dites, cette étude-là n'est pas valable. Pourquoi? Sur l'efficacité. Si vous voulez, il y a eu, je crois très précisément, parce que l'analyse des publications dans notre métier, c'est ce que je passe ma vie à faire. Donc j'ai une expérience de ça. Donc vous les prenez au sérieux? Non, je les prends au sérieux quand je les ai lus. Donc pour vous mettre en phase avec le Lancet et le New England, je pense... C'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans une conversation, le directeur du Lancet, qui est Richard Horton, discutait avec l'ancien directeur du New England Journal of Medicine qui disait que plus le temps passait, moins ils étaient capables de faire de la science et que ça s'éloignait de plus en plus de la science du fait des pressions qui sont colossales autour de la recherche médicale. Les financements annexes de la recherche médicale deviennent trop puissants et y compris les méthodes d'analyse sont des méthodes qui sont guidées honnêtement par... le désir de continuer à vendre des médicaments dont on n'est pas sûr qu'on ait réellement besoin pour augmenter notre espérance de vie. Il y a une question de fond. Enfin, ça, c'est une manière de délégitimer toute la recherche qui va vers des publications. Non, parce que dans les publications, il reste encore une fois des publications qui sont des publications qui sont des publications d'observation qui sont faites par les gens eux-mêmes qui les observent, ou des publications qui n'ont pas de biais spécifiques. Je vais vous donner 2 exemples qui sont très précis. D'abord, effectivement, cette étude, vous allez voir, vous êtes trop pressé pour regarder les résultats d'analyse. Moi, je les ai regardés très précisément. Si vous voulez, le nombre de morts qui est rapporté dans cette étude est supérieur au nombre de morts qui étaient déclarés dans toute l'Australie pendant la même période. Quand même, il y a eu très peu de morts en Australie. Mais justement, c'est pour ça que c'est assez facile à voir. Zone chaude et ensoleillée, elle a été peu touchée. Écoutez-moi, vous avez toujours raison, mais ça ne me convainc pas. Non, je me fais l'avocat de... Non, mais il n'y a pas je ferais l'inverse si j'étais avec eux. J'attaque personne. Je dis simplement, il y a déjà 2 choses que personne ne peut croire quand on dit ça. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est grossier. Enfin, je vous donnerai d'autres éléments qui sont très, très grossiers. Il y a un combat idéologique contre la chloroquine pour des raisons que moi, je comprends très bien. Ce qui est très grossier, c'est que quand on dit, voilà, écoutez, le nombre de morts dans cette étude en Australie est de temps, et qu'on regarde sur la même période qui est déterminée et qu'il y a moins de morts en Australie que dans toute l'étude, c'est que quand même on a un problème de saisie des données. Comme ce travail n'est fait que sur de la saisie de données, s'il y a des problèmes aussi grossiers, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, il y a un problème qui est très étrange et qui est incompréhensible. C'est quand on regarde les facteurs de risque des patients de 5 continents différents. Diabète, athérosclérose, hypertension, consommation de tabac, ils sont tous au même niveau. Et ça, c'est impossible. C'est pas vrai.
il n'y a pas autant de fumeurs en Australie qu'il y en a en Chine, qu'il y en a aux États-Unis. C'est pas vrai. Donc c'est juste pas vrai. À force de mouliner les données. C'est ce qui vous fait dire que cette étude est foireuse, pour reprendre votre terme. Non, mais c'est même pas une question. Je vais vous dire, je vais essayer de vous expliquer quelque chose, mais qui est très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à ma place et moi je ne peux pas me mettre à l'autre. Vous êtes plus ou moins neutre, mais vous dites, écoutez, vous dites ça et eux disent ça. Mais moi je ne suis pas dans cette situation. Nous, ici, on a traité 4000 personnes. Je les ai vues, c'est réel. D'accord, je suis dans la vraie vie. Et vous me parlez, vous dites, écoutez, il y a deux écoles, ceux qui croient, et donc si vous me laissez terminer sur les études, il y a 4 études qui trouvent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Toutes les 4 sont faites que sur du big data, il y a des gens qui n'ont pas vu de malades, et il y a 8 études qui ont été faites par les médecins qui ont observé les malades, et il y en a 7 sur 8 qui trouvent que la chloroquine est efficace. Avec des groupes témoins? Oui, bien sûr, que des études comparatives, bien sûr. Ces derniers mois? Oui, mais depuis quand voulez-vous que ça a commencé cette année, quand même. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude avec un groupe témoin et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement? Parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi je les ai, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, bon, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non, les gens comprennent ce que je fais. Ils ne comprennent pas, et vous ne le comprenez pas non plus. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. D'accord? Moi, je le comprends. Je sais ce que c'est mon métier. Alors, pardonnez-moi, je parle plus simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un groupe témoin placebo et un groupe témoin avec votre traitement? Vous savez quel est notre taux de mortalité ici? Sur 4000 patients traités, vous avez eu combien de décès? 0,5% de mortalité. Est-ce que ce n'est pas le taux de mortalité général à peu près? Non, vous rigolez. Vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité? Alors, à Paris, dans le Grand Est, certainement. Mais dans les régions qui ont été peu touchées par le virus. Non, mais nous, on a été très touchés. Il y a eu beaucoup de cas ici, qu'est-ce que vous racontez? Mais pas plus que Nice, par exemple. Pas plus que les Alpes-Maritimes, qui étaient tout près de l'Italie. Non, si, on a eu plus qu'ici. Au début, les Niçois ont commencé l'épidémie un peu plus tôt que nous, mais nous, on a eu énormément. Après les élections, je ne sais pas si ça va avoir les élections, mais il y a eu un boom absolument considérable. Non, il y a eu énormément de cas. Ici, honnêtement, il y a eu peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 000 cas de gens qui ont eu... Parce que vous avez énormément testé. Les Alpes-Maritimes qui ont beaucoup moins testé, mais au final, le nombre de morts, qu'on les teste ou pas, c'est un indicateur, avec le recul, bien sûr, puisque c'est à 5 ou 6 semaines. Oui, non, bien sûr que c'est un indicateur. Et les Alpes-Maritimes ont moins de morts qu'ici, rapportés à la population. Bien sûr, mais encore une fois, dans les épidémies, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, l'urbanisation, encore une fois, c'est une maladie de l'écosystème, donc le degré d'urbanisation est un élément, c'est le degré de population dans une ville donnée. Donc nous, on a un degré d'urbanisation ou de densité de population qui est comparable au Rhône, par exemple, donc qui est un bon comparateur. Mais encore une fois, il s'est passé quelque chose dans la région parisienne. Dans l'Île-de-France, on parle de l'Île-de-France, il y a eu plus de morts avec la même population qu'à Wuhan, quand même. Donc il y a une question, quand même. Et le confinement n'a pas été le même. Il a été plus tardif, il a été moins drastique. Non, mais moi, je suis content que vous m'expliquiez la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, mais globalement... carrément des bêtises. Le résultat des courses, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est pour ça qu'on a des difficultés à se comprendre. C'est parce que les gens... Et vous, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont malheureusement à la prise de décision, si vous voulez, se trouvent dans une situation dans laquelle ils confrontent des opinions ou des travaux en ne sachant plus lequel choisir des deux. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je rapporte ce que je fais, mais parce que je le fais, je sais bien ce qui se passe ici. Mais alors, je vous repose la question. Pourquoi,
Vous voulez convaincre, professeur. Vous avez envie que votre traitement, puisque vous y croyez, soit généralisé, qu'il aide à sauver des vies partout, pas seulement dans les Bouches-du-Rhône. Et si vous vouliez convaincre, pourquoi n'avoir pas fait cette étude en parallèle avec un groupe témoin? Non mais écoutez, on a encore une fois, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous écoutez trop la télévision. Je vous le dis, nous avons commencé par faire une étude dans laquelle nous avions un groupe contrôle, qui était les Niçois, justement. Hein. Et quand nous avons arrêté notre étude, c'est parce que notre objectif, qui était la durée du portage du virus, était atteint de manière significative. Et c'est ce que l'on fait dans la science quand on n'est pas excité ou quand on raconte pas des balivernes. C'est-à-dire que vous mettez un objectif prioritaire. Je vais vous parler d'objectifs prioritaires et je vais vous parler de ce que sont les interprétations de données. Et donc vous dites on l'a fait. Bien sûr on l'a fait. Mais vous n'avez pas publié ces résultats dans une revue. Non, mais moi je pense que la revue qui triche le plus de toutes actuellement, c'est le New England et le Lancet et British Medical Journal. Je pense que c'est ces trois qui trichent le plus, et je le sais. J'avais discuté avec mes amis, pareil, qui me disent, mais écoute, est-ce que tu peux pas faire une étude comparative utilisant tes données en faisant un matching avec des équipes? Il n'y a pas de problème, nous, notre banque de données est entièrement disponible. Donc on m'a donné un nom. Le nom de cette personne, je l'ai appelé, je dis écoutez, venez quand vous voulez, c'est ouvert. Prenez, vous regardez, tout est maintenant sur un énorme fichier anonymisé, 3600 personnes, vous pouvez regarder et piocher, regardez tout ce que vous voulez. Puis il m'a dit j'ai pas le temps, et le même méthodologiste extrême, si vous voulez, a fait une publication avec d'autres Français, tout à fait extraordinaire. Je vous recommande, vous ne pouvez pas le lire, c'est pas votre métier, mais vous regarderez si quelqu'un arrive à le lire pour vous. Dans British Medical Journal, dans lequel ils ont un groupe qui est effectivement traité par hydroxychloroquine et azithromycine. Et ce groupe, de 15 personnes, il y en a 0 qui partent en réanimation, 0 qui sont morts, et n'importe quel étudiant qui fait un test statistique là-dessus montre que c'est très significatif. Et ils n'ont pas fait le test en disant, nous n'avons pas fait le test parce que ça ne faisait pas partie des objectifs initiaux que nous avions. C'est extraordinaire. Donc vous êtes dans un monde dans lequel vous vous rendez compte, ils trichent autant que dans le vôtre, le monde. C'est des humains. Vous croyez quand même pas que... bien, pour nous, grand public, vous nous dites, ces grandes revues, parfois elles font le travail à l'envers. Vous nous dites, l'étude randomisée, l'étude avec un groupe témoin, je l'ai en partie faite, mais je l'ai arrêtée. Et non, je ne l'ai pas en partie faite. C'est comme si on devait vous croire sur parole. Non, mais vous écoutez. Enfin, il y a le bilan à Marseille, mais encore une fois, ce bilan à Marseille, si on regarde dans les régions comparables. Il y a deux choses, enfin, il y a plusieurs choses qui fait que nous avons des difficultés à nous comprendre parce qu'on ne joue pas dans la même pièce de théâtre. Je vais vous expliquer. Vous savez, ça, je suis d'accord avec vous entièrement. Je ne fais que poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui était mon objectif principal, d'abord, dans cet épisode-là, parce que j'estime que j'y étais vraiment prêt, que j'avais organisé cet institut pour le faire, c'est d'essayer de traiter le mieux possible les gens dans la situation dans laquelle ils étaient là. Laissez-moi terminer. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc, les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi, je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première partie de mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. Mon métier de médecin, c'était de gérer ça. Et maintenant, honnêtement, que les choses changent ou pas, comme la question se pose plus, honnêtement, pour mon métier de médecin, je suis paisible, je n'ai pas de problème. Alors, deuxièmement, laissez-moi terminer. Deuxièmement, je suis un chercheur. Et comme chercheur, je n'ai pas la question du temps. Chez moi, n'est pas la même que pour vous. Je m'en fous un peu de ce qui se pense aujourd'hui. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça ne change pas ma vie. Vous voyez. En réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu, je suis un stoïcien. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Donc sur le plan scientifique, vous savez, l'estime... Je vais vous dire, une des choses qu'on a découvertes ici, on était les premiers à utiliser les épidémies du passé, la peste, hein, les premiers au monde. Ça a été un conflit de 15 ans. Pendant 15 ans, les gens disaient qu'on s'était trompé, qu'on avait contaminé, que c'était pas vrai. Maintenant, tout le monde utilise notre méthode, qui était d'utiliser les dents plutôt qu'utiliser tout. Tout le monde est d'accord avec nous. J'ai la BBC qui est venue ici me dire que je mentais. Qu'est-ce que je m'en fiche? Vous croyez que ça me touche? On ne joue pas sur la même distance de temps. Non, mais vous êtes un scientifique, vous parliez du passé, vous êtes un scientifique reconnu, un virologue reconnu dans le monde entier.
J'ai deux questions avant d'en venir aux effets secondaires. Il n'est jamais arrivé que je trouve quelque chose. Jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé sans que je me sois fait traiter de tout en me faisant dire que c'était faux. Bon. Jamais. Alors, si vous aviez, donc, à la fin, on s'accoutume aux choses. Vous savez, on prend de l'expérience. Donc, on n'est pas très troublé. Voilà. Deux questions encore. Est-ce que vous imaginez qu'il y a une conspiration mondiale contre l'hydroxychloroquine? Parce que pour les Français, vous dites, c'est les Parisiens qui voient d'un mauvais œil. Mais pour les études, c'est la 4e étude, vous le disiez. Non, c'est pas... Quelle serait la motivation de ceux qui ne voudraient pas reconnaître l'efficacité de ce médicament? Je pense qu'il y a, si vous voulez, ça c'est mon avis, et bien entendu, il est critiquable. Je pense qu'il y a 3 ou 4 phénomènes. Vous savez, je crois pas du tout. Vous savez, je me prends ni pour un héros, ni pour Jésus-Christ, ni pour. Et donc, je suis bien plus surpris que vous de me retrouver en tête d'affiche à ce niveau-là, ce qui me paraît pas raisonnable. Vous l'appréciez pas? Non, honnêtement, non. Je sais que après, tout le monde fantasme. Je me présentais aux élections, si je devais faire la politique, j'en aurais fait. C'est une insulte d'ailleurs de penser que je pourrais faire la politique, parce que ça veut dire que je fais pas bien mon métier. Donc, non, ça pourrait être un prolongement. Ça pourrait être une deuxième phase. Vous croyez que c'est plus important d'être un politique que d'inventer? J'ai inventé 12 traitements dans ma vie qui sont dans les encyclopédies. Plus important, ça peut être qu'à un moment donné, on peut avoir envie aussi de faire valoir son expérience dans d'autres domaines. J'ai pas ce goût. Je trouve, c'est un orgueil que je trouve que je fais très bien ce que je fais. J'ai pas envie de changer. J'ai envie de continuer. En plus, si vous saviez, on a des projets absolument fantastiques. On a des découvertes en cours qui sont extraordinaires, un peu retardées par ce Covid qui est venu parce que la vie est pleine d'inattendus. Alors pourquoi tout le monde est contre l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'il y a une volonté d'être contre l'hydroxychloroquine? Je vais essayer de vous expliquer, mais vous savez, les explications demandent un peu de réflexion. Donc il y a des phénomènes considérables qui sont en train de se mettre en place. Il y a un premier phénomène monstrueux qui est, on assiste à quelque chose qui déséquilibre notre monde de manière très puissante, qui est le changement du centre de l'innovation et de la puissance technologique qui est parti en Extrême-Orient. Voilà. C'est eux qui font toute la manufacture. Moi, à mon niveau, c'est mes seuls rivaux. C'est ce que je pense. Il n'y a personne en Amérique ou en Europe qui joue dans ma cour en termes de science sur les micro-organismes. Rien que ça. Il n'y a que les Chinois. Les Chinois, les Coréens, les Taïwanais. Vous savez, moi j'ai Taïwan n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est pas, faites pas de raccourcis. J'essaie de vous expliquer les choses comme si je pouvais vous les expliquer. J'arrive à les expliquer à mes étudiants, vous devriez pouvoir suivre. Donc la première chose, c'est celle-là. Il se passe quelque chose. Vous savez, moi j'ai trouvé plus d'un tiers des microbes qui infectent l'homme quand même. Donc je vois ce que c'est le niveau de compétition. Je le vois monter avec beaucoup de... Les seuls qui aient des séries qui soient comparables aux nôtres, c'est eux. Les seuls qui aient des gestions dans lesquelles il y a une innovation dans toute cette maladie. Vous savez, les seuls qui aient innové, c'est les Chinois et c'est nous. Il faut dire la vérité. On a une quantité de choses que les gens ne regardent pas parce qu'ils se préoccupent juste d'une chose, mais on découvre une quantité de choses extrêmement intéressantes. Donc il y a un basculement du monde qui, pour moi, n'est comparable qu'à ce qui s'est passé avec la Renaissance avec l'Europe. Donc il se passe quelque chose qui est extrêmement important, qu'on sent tous. La deuxième chose, qui est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante, c'est que depuis un siècle et demi, notre civilisation avance, bien entendu, avec l'idée du progrès, que dans ce progrès, il y a l'augmentation fantastique, la multiplication par un peu plus de 2 de l'espérance de vie, et que cette époque est révolue. Voilà, le progrès là-dessus, on va pas plafonner à 80 ans, on va peut-être à 85 ans, on ne va pas vivre 120 ans. Quel est le lien avec l'hydroxychloroquine? Écoutez, soyez patients, c'est terrible ça. Vous comprenez pourquoi? C'est difficile, c'est si nerveux. Écoutez-moi. Je suis très tranquille, mais j'essaie de faire ça veut dire, et non seulement c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, l'espérance de vie au Kerala, c'est la même que celle dans le nord de la France. L'espérance de vie à Cuba est supérieure à celle des États-Unis. Et Kerala, c'est en Inde, je le dis pour ceux sud de l'Inde. Qui et la mortalité par le Covid était plus importante dans les pays riches que dans les pays pauvres. C'est une question. Donc si ça vous bouleverse pas, donc ça veut dire que quoi? Tous ces gens qui vivent sans aucun des médicaments qu'on a inventés depuis 20 ans et qui coûtent 80% du coût des médicaments, arrivent à une espérance de vie qui est la même que la nôtre, on peut se poser une question sur le modèle que nous avons, technologique de développement des médicaments. C'est une question.
on ne sait pas forcément se contenter, ou en tout cas apprécier qualité. Je rappelle que l'hydroxychloroquine, c'est à 70 ans. Ça fait à peu près 70 ans que c'est utilisé. C'est plus compliqué que ça. Vous dites qu'on a l'obsession de trouver un nouveau traitement parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un traitement ancien existe. Exactement. D'accord, compris. Exactement. Et moi j'ai discuté avec des réanimateurs ici. Nous, tous nos protocoles thérapeutiques sont faits avec des médicaments génériques ici, tous. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont tous plus de 20 ans. Et je vous assure qu'on soigne très bien les gens. Et donc, il y a un changement de paradigme, ça s'appelle comme ça, un changement de modèle de pensée, qui est de dire nous avons un capital de molécules que nous devons utiliser au mieux, et parfois dans des indications que nous n'avions pas avant. D'accord ? Ça nécessite un changement de modèle économique très profond, parce que notre système est un système qui est un système économique de type libéral et capitaliste, c'est comment on fait de l'argent avec des molécules qui sont plus protégées par des brevets. Cela dit, on recommande le Doliprane. On ne fait pas de l'argent avec le Doliprane. Non, mais on recommande surtout le Doliprane parce que on veut pas donner d'hydroxychloroquine. Si vous aviez la curiosité, mais je vous le conseille parce que c'est accessible. Vous regardez sur Wikipédia les accidents de Doliprane. Le Doliprane, c'est la première cause d'intoxication au monde. Tous les médicaments d'ailleurs, si on en prend trop, en dose excessive. Non. Vous essayez de pondérer ou de contredire ce que je vous dis. Non, regardez, vous avez des auditeurs qui regardent sur Wikipédia les effets secondaires du Doliprane, en particulier en anglais, s'ils arrivent à lire l'anglais. C'est la première cause au monde d'intoxication aux urgences. C'est la première cause de suicide réussi. Donc c'est un médicament extrêmement dangereux. Et c'est vrai que moi je suis pour, par exemple, que le Doliprane soit prescrit par ordonnance. Moi, je crois que c'est le médecin qui doit décider du traitement. C'est parce que je suis un médecin, j'ai un biais, peut-être je suis corporatiste. Mais je crois que c'est le médecin qui doit décider du traitement qu'il prescrit. Et que le Doliprane est un médicament qui est effectivement un médicament, parce qu'il est distribué comme ça, que l'on banalise. On finit par penser que ça n'est pas un médicament dangereux, mais ça fait partie des médicaments pour lesquels la dose toxique est 2 fois la dose thérapeutique. Il y a l'étude de Lancet. On a compris que vous la contestez. En France, il y a le réseau pharmacovigilance. Alors là, c'est des gens qui voient des patients. Et les statistiques datent d'il y a une quinzaine de jours. Mais le réseau a relevé 159 cas d'effets indésirables dus à un traitement. 88% sont attribués à l'hydroxychloroquine, dont la moitié en association avec le fameux antibiotique. 4 cas de mort soudaine, 5 cas d'arrêt cardiaque. Et le réseau estime que les chiffres sont sous-estimés parce que tout ne remonte pas. Pour vous, est-ce que c'est ce qu'on peut accepter, ce qu'on doit accepter, parce que tout traitement... Non, mais vous savez... Ou est-ce que vous contestez ces chiffres aussi ? Non, vous savez, la causalité, c'est une chose qui est compliquée. Et je me suis beaucoup battu dans le problème de la causalité quand j'étais plus jeune. Il y a une étude qui était merveilleuse, que j'ai reviewée d'ailleurs, vous voyez, pour le Lancet, mais qui n'a pas publié, Lancet. Il y a une étude extraordinaire, la plus grande étude au monde qui a été faite, où une équipe a demandé, cette fois-là, à chaque... C'est l'association des rhumatologues mondiale qui a fait ça, qui a demandé à chaque rhumatologue ces données sur les prescriptions d'hydroxychloroquine chez les gens qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, parce que c'est prescrit énormément. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est prescrit en rhumatologie de manière extrêmement banale. Et nous, les doses qu'on utilise, c'est celles qu'on utilise pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les mêmes. Mais la rhumatologie ne favorise pas les arythmies cardiaques, comme ça peut être le cas dans 20% des cas par le Covid. La Covid. Non mais on reviendra... Bon, je vous laisse terminer. Donc, il y a, donc, sur 800 000 personnes, donc, il n'y a pas, oui, c'est encore plus que 80 000 du Lancet, vous voyez, sur 800 000 personnes, il n'y a aucune augmentation du risque d'arrêt cardiaque, ni de troubles du rythme cardiaque. 800 000 personnes, c'est beaucoup, hein. Donc, si vous voulez, puis moi je vois, vous savez que j'ai des liens avec l'Afrique, mais mes amis africains rient beaucoup avec la chloroquine et l'oxychloroquine, ça fait beaucoup rire. Hein. Ça fait beaucoup rire quand on parle de problèmes cardiaques. Oui, bien sûr. Donc maintenant, encore une fois, donc la causalité est une chose compliquée, et que donc l'hydroxychloroquine dans les morts subites, si vous voulez, c'est très difficile, sauf à faire des autopsies. Encore, les autopsies ne permettent pas toujours de comprendre ce qui s'est passé. Donc, les morts subites, c'est vous savez, pendant 50 ans, on a accusé les vaccins d'être à l'origine des morts subites du nourrisson, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ils mouraient. Donc, il y avait un vaccin. La seule chose qu'on trouvait dans leur histoire qui était un peu atypique, c'est celle-là. Et la causalité, les gens n'en doutaient pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Professeur Raoult, attendez. Ouais. Rien ne pourrait vous faire changer d'avis. Donc les études internationales, les effets secondaires... globalement... Vous ne doutez pas, en fait.
C'est pas ça. J'essaie de vous expliquer quelque chose que je n'arrive pas à vous expliquer, mais ça m'étonne pas parce que j'ai des difficultés à l'expliquer. C'est pas une question d'opinion. C'est le praticien qui parle. Vous savez, ici, pendant 2 mois, tous les matins, comme je sais pas, vos techniciens l'ont aperçu, tous les matins, on passe 1 heure ou 1h30 ensemble, à 8 heures, pour faire le point de tout ce qui s'est passé. Il y avait ici jusqu'à 75 malades hospitalisés, on regarde pour chacun, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, etc. À 10h30, et on se donne un certain truc. À 10h30, on a tous les résultats de virologie, et donc on décide qui c'est qui est plus contagieux, qui c'est qui peut sortir, qu'est-ce qu'il fait. Tous les jours. Et vous croyez qu'on a laissé échapper quelque chose? Il y a en tout qui sont passés ici, en tout, des gens qui sont passés, il y en a qui sont passés avant d'aller en réa, il y en a qui ont eu le traitement qu'on voulait leur donner, d'autres qui n'ont pas pu le prendre, ou d'autres qui ont refusé. En tout, on a eu 36 morts. Les 36 morts, on a les regardé, il y a un de mes collaborateurs qui a passé 1 semaine pour regarder très très précisément de quoi ils étaient morts. D'accord, il y en a un tiers qui sont morts après la réanimation de surinfection bactérienne, il y en a qui sont morts parce que ils étaient au bout de leur histoire à 85 ou 90 ans. Il y en a un qu'on aurait pu rattraper parce qu'il a fait une embolie pulmonaire. Et c'était au début, avant qu'on sache qu'il fallait les anticoaguler. Donc on sait très bien de quoi ils sont morts. C'est pas virtuel ce qu'on fait. Donc on ne pourra pas sortir d'accord, puisque moi je resterai avec les 4000 malades qu'on a testés ici. Vous vous direz, mais c'est vous qui le dites, puisque moi je suis le médiateur entre mes malades et vous. Déjà, c'est médier ce que je vous dis pour vous. Mais pour moi, c'est pas médier. Moi, je suis en prise directe avec. Mais d'un mot, vous dites on a eu 0,5% de mortalité, mais encore une fois, ce taux, il est comparable à bien des régions qui ont beaucoup moins précis l'hydroxychloroquine. Vous croyez ça? Ah, il n'y a pas une série mondiale où il y a 0,5% de mortalité, zéro. Aucune. Les publications dont vous rapportez. Alpes-Maritimes. Non, mais je regarde simplement la mortalité. Non, mais donc vous parlez. Parce qu'au final, la mortalité, c'est ce qui fait la différence. C'est ce que vous disiez en début de. Oui, alors la mortalité, c'est ce qui fait la différence. Donc, ce qui fait la différence, c'est quand vous comparez encore une fois, dans ces agglomérations urbaines, ce qu'on a fait, vous imaginez, parce que c'est très facile à faire. Sur Internet, c'est une facilité extrême. Vous regardez dans les agglomérations urbaines, et dans les agglomérations urbaines, il y a 2 phénomènes qui sont très spécifiques. Alors, on a une mortalité qui est inférieure de manière significative à celle de Lyon et du Rhône. Et puis, alors, bien sûr, Paris, on a quand même 5,5 fois moins qu'à Paris. Quand même. Mais vous disiez, l'Île-de-France, le Grand Est, c'est des régions qui ont été particulièrement touchées par la circulation du virus. Particulièrement tuées. La circulation, personne ne la connaît parce que personne n'a fait les tests. Particulièrement tuées, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de tests. Vous savez combien il y a de tests qui ont été faits à Paris? Vous savez combien il y a de cas à Paris? Personne ne le sait. On connaît les morts et les RR, c'est tout. Donc on voit une conséquence de la maladie, mais vous n'avez pas de chiffres. Moi j'ai des chiffres ici qui sont très précis parce que on doit être le 3e site au monde en termes de nombre de tests par habitant. D'accord? Devant nous, il y a l'Islande et les îles Féroé. D'accord? L'Islande a fait un travail absolument magnifique où ils ont testé 8% de la population. Nous, on n'est pas loin de ça en termes de nombre de gens testés. Je crois qu'on a testé 7% de la population. Donc on a une idée très claire de ce qu'était l'épidémiologie. Et d'ailleurs, si j'avais dirigé le groupe de recherche, ce groupe scientifique, c'est ce que j'aurais demandé, c'est qu'il y ait une dizaine d'études comme ça en France pour vraiment évaluer ce qu'était l'épidémiologie. Alors, on a pris beaucoup de temps, beaucoup de votre temps. Merci de nous l'accorder. Mais c'était bien parce qu'on va au fond des choses. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est le personnage que vous êtes. Vous dites, je ne cherche pas la polémique. Elle ne m'intéresse pas. Mais quand vous avez des formules comme lorsque vous étiez au Conseil scientifique, parce que vous avez été nommé au Conseil scientifique, vous en êtes parti en disant le consensus, c'est pétainiste. Quand vous avez des formules comme ça, c'est vrai. Vous cherchez forcément la polémique. Non. Vous cherchez forcément la lumière d'une certaine manière. Je n'ai pas dit. Attendez, vous confondez 2 choses. Le consensus, c'est Pétain. Vous confondez 2 choses parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je ne cherche absolument pas la notoriété. Alors, je vous assure, j'en suis même, c'est pesant. La polémique, au contraire, j'ai jamais dit que je voulais pas de polémique. Écoutez, j'adore le conflit intellectuel. Je pense même il n'y a pas de science sans conflit intellectuel. Ce qui vous surprend, moi je fais beaucoup depuis 20 ans, je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire histoire des sciences. J'écris sur l'histoire des sciences. Il n'y a pas de progrès scientifique sans polémique. Si vous n'êtes pas dans une polémique scientifique, c'est que vous ne faites pas de science.
Pétain, on n'est pas dans le scientifique. Non. Ce qu'il y avait de commun avec Pétain, si vous voulez, ce qui était une analogie avec Pétain, moi je dis ça parce que j'ai une famille de guerriers et de résistants, hein, donc de la première heure, hein, donc de 40. Donc j'ai été élevé avec ça. Donc on me racontait ça. Mon père et mon grand-père passaient leur vie à me raconter ça. Ma grand-mère était téléportée à Ravensbrück. C'est des choses qui ont marqué ma famille. Hein. Pour la résistance. Hein. Donc j'ai été élevé comme ça. Et donc... Non, on comprend le fond de votre pensée. On dit le grand nombre n'a pas forcément raison. Non seulement ça, mais si vous voulez, le défaitisme, c'est-à-dire on ne peut pas faire les tests et donc on ne va rien faire. On va dire aux gens, vous restez chez vous, on ne vous teste pas, on ne vous soigne pas et attendez que ça passe en prenant du Doliprane. Pour moi, c'est la même chose que 40. Donc je pense ça comme ça, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire et donc on se rend, c'est ce que l'on pense. Et donc vous avez bien compris, c'est pas mon côté. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit aux uns et aux autres, je leur ai répété. Donc je pense, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour le combat, je suis pour essayer de trouver les moyens. Je pense qu'il faut essayer de faire pour le mieux comme ont fait ceux qui ont réussi à maîtriser les choses. Et donc, je fais ça. Et donc, ça m'est égal. Parfois aussi, quand on vous a interrogé sur vos cheveux longs, votre barbe, que vous n'aviez pas il y a une dizaine d'années, vous avez dit aussi, j'ai lu ça, c'est pour les emmerder, c'était vos mots. Les emmerdés? Mais y compris vous, qu'est-ce que vous vous intéressez à des bêtises? Enfin, je m'excuse. Ça fait partie de votre personnage, professeur. Non, mais vous vous intéressez vraiment à des bêtises. Vous voyez bien. Enfin, si ça peut vous emmerder, je suis content. D'ailleurs, parce que franchement... Moi, ça m'emmerde pas du tout. Non, mais franchement, vous vous intéressez à des bêtises. Ça me regarde. J'ai mes propres raisons. Je vous les ai montrées en cachette. J'ai mes propres raisons. Voilà, et la raison de la barbe, je ne vous la dirai pas, mais j'ai mes propres raisons. Et honnêtement, si vous imaginez que ça m'intéresse, vous avez bien vu, j'ai refusé de me faire maquiller, je m'en fous. Donc, ça m'est égal. Donc, accordez votre honneur. C'est pas mon problème. Et dernière question, la politique, vous dites ça m'intéresse pas. Vous êtes resté en contact avec Emmanuel Macron? Vous vous êtes rappelé depuis, parlé, SMS? Non, parce que moi je lui ai dit, et puis je reste comme ça, encore une fois, c'est mon histoire. Je m'excuse, je vais dire une chose, parce que j'imagine qu'il y a des oiseaux qui me voient comme de manière caricaturale. Vous savez, je suis une famille, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Je suis pas un voyou, vous savez. Et donc, j'ai un sens, je vous l'ai dit, je suis de ce pays depuis longtemps, j'aime ce pays, j'ai des liens très profonds avec l'Afrique aussi, mais je suis au service de ce pays, que les dirigeants soient de gauche, de droite ou du milieu. À chaque fois qu'on m'a demandé de participer à quelque chose, je l'ai fait. À chaque fois qu'on m'a demandé si je pouvais aider, de donner mon avis, je l'ai donné. Et donc, à chaque fois que je pense que j'avais quelque chose d'intéressant, je l'ai transmis au plus haut niveau. Et donc, je n'ai pas de rupture avec ça. Après, encore une fois, vous savez, j'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui font ce métier parce que je ne voudrais pas le faire. Donc ça, on a compris. C'est pas bon. Pas de politique. Sauf que, alors, vous avez donné votre accord pour participer à une revue qui s'appelle Front Populaire, autour de Michel Onfray notamment, et qui clairement entend défendre un nouveau discours, un discours populiste, c'est pas un terme désobligeant. Et comme vous pourfondez facilement les élites, les Parisiens, est-ce que vous vous inscrivez, vous, dans cette mouvance-là d'idées? Non, écoutez, alors je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Parisienne, vous les pourfendez? Non, ce que je pense, c'est que Paris a une espèce de... Le Paris actuel, hein, qui n'est pas le Paris ancien, où il y a de très grande gloire, y compris dans la famille. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé. Hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. Vous voyez, c'est un monde, pour moi, c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois quand j'y vais. Ça me gêne, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. Je m'excuse de vous dire ça. Au contraire, je pense que vous avez un problème profond, un très grand problème, c'est que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le degré de performance dans l'analyse scientifique que vous avez probablement dans l'analyse politique. C'est dans l'analyse politique, je pense qu'il y a de très bons journalistes politiques, c'est mon impression, c'est une impression assez lointaine. Hein. Dans l'analyse scientifique, si vous voulez, je vois bien que vous n'avez pas l'usage des outils qui vous permettent de savoir qui c'est qui joue en première division, qui c'est qui est international, qui ne l'est pas.
Et donc c'est un problème que vous avez, c'est-à-dire que vous dites, mais écoutez, les scientifiques, vous devriez tous penser, mais c'est comme vous disiez aux footballeurs, quand même, vous savez tous faire avec un ballon. Mais c'est pas vrai. Hein. Si vous voulez, c'est les humains, il y a une échelle logarithmique dans les qualités, dans le niveau des gens. Mais simplement, vous ne la connaissez pas. Et c'est un problème. Et donc, si, effectivement, un jour on avance dans la réflexion scientifique, et ça sera ou pas nécessaire, parce que le monde continuera, et encore une fois, je ne suis même pas sûr que c'est une influence sur la longévité, on verra bien. Mais il faudra bien qu'il y ait des gens qui soient capables d'utiliser les outils que nous avons actuellement, nous, les scientifiques, pour distinguer ce qu'est l'élite scientifique du praticien scientifique modeste ou de celui qui ne fait pas de science du tout. Donc ça, nous avons ces outils-là, et on les connaît. Vous, manifestement, vous ne les avez pas. Et donc vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Vous savez qui c'est le scientifique le plus cité en France actuellement? Vous connaissez son nom? En quelle matière? Toute matière confondue. Allez-y. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Mais cité par qui? Parce que quand on parle des revues, vous nous dites non, les revues, ça compte pas. Non, parce que, encore une fois, les revues dans les périodes critiques, elles sont, comme les journaux dans les périodes critiques, elles sont moins crédibles dans les crises qu'en dehors des crises. Pendant les crises, tout le monde perd les nerfs, y compris les revues. Mais si vous regardez sur le long terme, nous, notre manière de quantifier les choses, c'est le nombre de fois où vous êtes cité dans la littérature scientifique. C'est comme ça qu'on se quantifie. Alors, qui est-il? Guido Crémard. Vous le connaissez? Non. Je ne suis pas un journaliste. C'est le meilleur immunologie du monde. Mais j'ai essayé de me faire le porte-parole du public. Merci, merci professeur Raoult. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Et oui, pour les choses réelles. Pour des choses réelles, mais comme d'autres. Merci encore une fois, merci.